Merci Amel. Je tiens à mon tour remercier la PILIP et en nom de son président et du membre du bureau pour l'excellente organisation de ce congrès, comme à l'accoutumée. Et je suis toujours contente et heureuse d'être parmi vous. Alors là, c'est pour parler d'un phénomène chronique et saisonnier, un problème de santé publique dont tout le monde a été confronté en tant que pédiatre, médecin généraliste et aussi en tant que parent. C'est l'infection, la bronchiolite. Et quand on a connu la bronchiolite, on nous a enseigné la bronchiolite, c'était beaucoup plus dû au VRS. Après, on a appris qu'il y a la multitude de virus qui sont responsables. Mais pourquoi le VRS est toujours en cible? Parce qu'on a commencé à comprendre c'est quoi ce virus bien avant l'avènement du Covid. Et là, je suis en train de vous présenter surtout la constitution de ce virus. Et là, c'est paradoxal. Je vous parle d'un virus qu'on a connu depuis qu'on a commencé nos études. Et je vous fais l'attachement par rapport au Covid parce que c'est là où tout le monde a appris qu'un virus, il y a un génome, un ARN, il y a une enveloppe, il y a une membrane et il y a des protéines de surface. Alors pour ce VRS, il faut surtout retenir cette protéine de surface, cette enveloppe avec les deux protéines de surface qui sont la protéine F et la protéine G. Et c'est ces deux protéines qui sont impliquées dans l'infection à VRS, qui sont les premiers médiateurs dans la physiopathologie de ce virus respiratoire syncytial. La protéine F est hautement conservée parmi les souches du VRS, donc c'est pour ça qu'elle fait la cible majeure du développement des thérapeutiques anti-VRS. En plus de ça, il y a très peu de changements, c'est pour ça qu'elle fait différencier deux sous-groupes de VRS, le sous-groupe A et le sous-groupe B, mais sans grande différenciation sur le plan épidémie, voilà, saisonnière. Alors, sur le plan physiopathologique, comme tous les autres virus respiratoires, c'est un virus qui peut avoir un tropisme, surtout au niveau rhinopharyngé, puis après, il peut descendre au niveau des voies aériennes supérieures. C'est des virus qui vont avoir comme cible aussi bien les cellules de l'immunité innée, à savoir les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, mais aussi les cellules de pneumocystis de type 1 et de type 2. Alors, pour le VRS, il cible automatiquement les deux types de cellules, pneumocystis 1 et 2, mais aussi les cellules endothéliales. C'est pour ça qu'on a beaucoup de dégâts tissulaires au niveau des bronchioles et qui font comprendre pourquoi cette pathologie est aussi grave chez l'enfant et aussi parfois chez l'adulte dans certains terrains. Alors, sur le plan physiopathologique, tous ces virus-là ont un tropisme cellulaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus respiratoire syncytial, comme l'adénovirus, va entraîner des particules intracytoplasmiques au niveau des cellules innées, mais aussi il va être responsable de formation de syncytium et bien sûr être le primum movens des dégâts intratissulaires. Sur le plan physiopathologique, l'OMS a déjà pointé le doigt par rapport à ça en insistant sur le fait que l'infection à VRS est responsable de 60% des IRA chez l'enfant. Dans 80%, c'est d'un nourrisson de moins de 1 an. Et donc, ça reste la tiologie la plus fréquente des IRA basses et de la pneumonie chez l'enfant, surtout les moins de 2 ans. Et les statistiques estiment que 90% des enfants moins de 2 ans auraient fait une infection à VRS. Et les formes sévères, on va les voir, c'est l'apanage de qui. Voilà, il y a une autre étude américaine qui a montré le fardeau. Elle a bien expliqué le fardeau de VRS parce que c'est des études qui ont accompagné l'économie de santé et les coûts qui accompagnent ces épidémies. Et elle a mis le point sur le fait que les bronchiolites à VRS étaient de loin les plus prépondérants dans ces bronchiolites, dans ces IRA basses chez l'enfant. Et ces infections à VRS, surtout chez les nourrissons moins de 2 ans, étaient responsables de l'afflux au niveau des services des urgences et des consultations, et il était responsable d'hospitalisation, voire même de décès. Et cette étude a conclu que l'infection respiratoire aiguë basse relative au VRS était responsable de presque 3 millions d'hospitalisations, avec 120 000 décès annuels chez les enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est aux États-Unis. Nous aussi, on a quelques statistiques qui ne sont pas accompagnées d'études d'économie de santé, mais au moins on a compris, sur une étude qui a été faite sur les infections respiratoires aiguës basses sur une cohorte entre 2014 et 2016, que ces IRA basses étaient responsables d'infections surtout chez les enfants,
sur une cohorte qui a été faite de 1450 englobant les enfants et aussi les adultes. Et retenez bien que nous aussi, on rejoint les statistiques internationales. Pour les enfants moins de 2 ans, c'est 65% d'infections qui sont responsables et qui sont dues au virus respiratoire syncytial. Les conclusions aussi montrent que la proportion d'infections positives était plus élevée chez les patients hospitalisés pour une infection respiratoire aiguë basse et que les patients consultés pour des symptômes externes, mais qui nécessitaient aussi une hospitalisation. Et retenez que moins de 6 mois, c'est 45% de ces infections en pédiatrie et que c'est pendant la saison de décembre jusqu'au mois de mars. C'était en 2016, on verra qu'il y a des changements en parallèle. Donc voilà, c'est toujours dans la même étude, en montrant qu'on a des pics sur les 2014 et 2016 qui rejoignent ces conclusions entre décembre et mars, avec une proportion du VRS qui est de loin la plus responsable des bronchiolites dans notre contexte. Une méta-analyse qui a essayé de rejoindre 45 études qui ont montré que, de loin, l'infection au virus respiratoire syncytial était responsable de presque 60% des infections. Est-ce que les changements climatiques vont retentir sur la fréquence de ce VRS, mais c'est surtout sur le type de virus respiratoire? Est-ce que c'est un sous-type A ou un sous-type B? Ça ne change pas. C'est des différences en fonction de l'importance de la pollution atmosphérique, de la présence de vent et puis de l'importance des chutes de température qui vont beaucoup plus faire circuler le virus respiratoire syncytial de type A. Il y a aussi la notion de l'importance de l'âge. On a vu que notre étude qui a été faite en 2014-2016 a montré que 45% c'est des nourrissons de moins de 6 mois et 60% c'est des enfants de moins de 2 ans. Donc c'est important, c'est des petits nourrissons qui sont fragiles, qui ne sont pas encore assez d'immunité pour pouvoir se défendre par rapport à ça. Alors, d'où les conclusions des études de cohorte par rapport à ces pathologies. On n'a pas le temps de les voir tous. Il y a une augmentation progressive des hospitalisations d'environ 25% qui a été observée ces 10 dernières années. La durée moyenne des séjours pour ces enfants est de 3 nuits. Là, on le constate dans nos services hospitaliers. Une prise en charge d'une unité de soins intensifs qui peut intéresser 7% de ces enfants. Et c'est des enfants de moins de 3 mois, donc des tout petits qui risquent d'avoir aussi des complications. Elle engendre aussi des décès qui peuvent survenir dans les 2 tiers des cas des nourrissons avec un terrain particulier. Donc là, en se rapprochant aux données françaises, c'est des données qui montrent que 88% des prélèvements du nourrisson avec une première bronchiolite, qu'elle soit modérée à sévère, étaient souvent associés à ce virus. Donc, pour aller se rapprocher par rapport au terrain à risque des formes sévères, voilà une méta-analyse qui a été conduite et qui est assez récente, qui a montré que le facteur de risque de développer une forme sévère de bronchiolite, c'est surtout une prématurité avec un risque qui approche les 2%. Il y a aussi le faible poids de naissance, un odds ratio de 1,9. Mais ce qui est important, qu'il faut noter, surtout en néonatologie et aussi en tant que pédiatre, c'est l'absence d'allaitement maternel. Et regardez, l'autre ratio augmente jusqu'à 2,24%. Donc, il faut toujours promouvoir l'allaitement maternel pour protéger nos petits nourrissons. Là, je vous montre une étude assez récente, 2022, qui a montré qu'il y a une différence entre les infections, les groupes d'enfants qui ont été infectés par le virus respiratoire syncytial et ceux qui ne portent pas le virus respiratoire syncytial. On a remarqué que le groupe qui ont besoin d'oxygène et donc d'une prise en charge spécialisée, c'est surtout les petits nourrissons, les faibles pas de naissance, et ceux qui ont une cardiopathie. Et c'est tous des enfants qui ont besoin de beaucoup plus de perfusion et même de prise en charge au niveau hospitalier. Là aussi, on a le besoin d'aller en unité de soins intensifs et d'être hospitalisés de soins intensifs, c'est surtout ceux qui portent le virus respiratoire syncytial et qui sont de petits poids de naissance avec une prématurité et ou avec une cardiopathie congénitale. Et bien sûr, la durée d'hospitalisation, c'est beaucoup plus une différence très significative vis-à-vis de ceux qui sont prématurés de petits poids de naissance.
il y a aussi un fardeau économique qui accompagne tout ça. C'est surtout 80%, pardon, c'est moi qui a de balancer les... Voilà, 87% des hospitalisations sont dues à des enfants qui sont nés à terme sans aucune morbidité. C'est une très bonne chose parce que ça leur permet d'acquérir une certaine immunité dont on va parler tout de suite. La moitié d'entre eux sont nés hors saison du virus respiratoire syncytial. Il y a le coût d'arrêt de travail quand on a un absentéisme parental dû aux hospitalisations de leurs petits, le coût des chirurgies cardiaques. On investit tant d'argent, tant de compétences pour des enfants qui ont une cardiopathie congénitale programmée ou pas encore, ou carrément opérée, et après on les perd par une infection à virus respiratoire syncytial. Le coût de prise en charge de la prématurité avec les hospitalisations aux unités de soins intensifs, et vous connaissez très bien le coût qui est imposé par cette prise en charge. La mise en tension des structures hospitalières des soins pédiatriques, que ce soit aux urgences ou aux unités de soins pneumologiques, et voire même en pédiatrie générale, tout le monde connaît le plan A, B pour les hospitalisations même dans ces services de chirurgie. Et puis, les conséquences d'une infection à VRS, c'est surtout les séquelles pulmonaires du virus et bien sûr la genèse parfois de l'asthme, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, il y a eu le Covid après, et on a vu qu'il a été chamboulé, cette épidémie et cette épidémiologie a été chamboulée vers un shift, un transfert de la période des épidémies de VRS de décembre à mars vers des situations d'épidémie et bien sûr de poussée de circulation de virus, même en dehors de la période hivernale. On en a vu en hiver et ça a chamboulé un petit peu on s'attendait à n'importe quel moment d'avoir des infections à un virus respiratoire et même des bronchiolites d'une façon générale. Là, on voit très bien que malgré ça, le virus respiratoire semble être le plus prépondérant par rapport à ces infections. Deuxième constatation, qu'on a vu à un certain moment la réémergence de certains autres virus, comme le métapneumovirus. On a souffert l'année dernière de plusieurs cas de métapneumovirus, comme on est arrivé à les diagnostiquer par la PCR multiplex, heureusement instaurée dans notre contexte par notre CHU. Voilà, et là je vous présente notre série de l'hôpital d'enfants. On a eu une cinquantaine de bronchiolites hospitalisés entre novembre et décembre. Et là, on voit la part du VRS aussi, et qui a été prépondérée par le rhinovirus. C'est parce que le rhinovirus commence par être émergé en septembre, novembre et octobre pour laisser la place au virus respiratoire syncytial, les deux qui sont impliqués. Voilà, on a vu que les mesures préventives contre le Covid ont permis de changer et de voir l'abaissement, voire même la disparition de ces épidémies pendant les années 2020-2021, ce qui a entraîné finalement un défaut d'immunisation, que ce soit aussi bien des enfants, des bébés, et voire même des mamans par rapport à ces pathologies. La distanciation sociale, le confinement, le fait d'avoir des mesures, le port de masque, c'est vrai qu'on s'en est réjoui parce qu'il y a eu moins d'hospitalisation de bronchiolite, mais ça a créé ce qu'on appelle un défaut d'immunisation, aussi bien pour la maman qui va tomber enceinte, qui va allaiter, qui va accoucher, sans développer d'anticorps protecteurs pour nos petits bébés. On a commencé à parler en fin 2021 de dette immunitaire par rapport à des pathologies virales et des pathologies aussi bactériennes. Donc, dans ce contexte, quelles sont les stratégies thérapeutiques qui sont proposées? On les connaît déjà. Les mesures barrières, se protéger, ne pas se saluer, éviter les embrassades pendant les épisodes hivernales, ne pas se moucher et se toucher le visage, et bien sûr la distanciation sociale. On les connaît toujours, comment prévenir les bronchiolites du nourrisson. Là, je vous ai présenté celle française, se laver les mains, aérer la chambre le jour comme le reste de la nuit, veiller à ce que la température de la chambre ne dépasse pas 19 degrés, ne pas exposer à la fumée de la cigarette, poursuivre si possible l'allaitement maternel. On a vu que le défaut d'allaitement maternel, c'est un facteur de risque
des formes sévères d'infection à bronchiolite. Laver régulièrement le nez aussi en physiologie quand l'enfant commence à faire une rhinopharyngite. Et en cas de symptômes, porter un masque, la maman ou ceux qui s'occupent de l'enfant, pour éviter de transmettre l'infection. Et si besoin, bien sûr, appeler son médecin. Les mesures hygiéniques qu'on a toujours connues, en parallèle, il y a eu le développement de plusieurs thérapeutiques, soit antivirales, ciblant carrément le virus respiratoire syncytial. Dans son contexte, il y a eu plusieurs molécules qui ont été essayées, celles qui ciblaient l'ARN, la polymérase, celles qui ciblaient l'enveloppe. Il y a celles aussi qui ciblaient les protéines F, les protéines G, comme je vous ai montré. Il y a ceux qui sont arrivés en phase 3, mais aucune n'était vraiment efficace. Dans celle qui a la ribavirine qui a été instaurée dans les années 80-90, mais on a trouvé qu'elle avait beaucoup plus de toxicité, donc elle a été abandonnée comme thérapeutique antivirale. Il y a aussi d'autres thérapeutiques qui ne sont pas arrivées à une phase 3 en phase 2 parce que c'est des thérapeutiques qui n'assuraient pas une bonne efficacité ni une bonne efficience. Et en parallèle, c'était aussi des thérapeutiques qui ciblaient la maman en vue qu'elle développe des anticorps qui vont passer à travers, bien sûr, la voie utérine et aussi à travers l'allaitement maternel permettant de protéger ce petit nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois, 12 mois. Et c'est des thérapeutiques qui sont arrivées à des phases 2, 3, qui n'ont pas dépassé tout ça. Et voilà, j'ai un snapshot qui a essayé de voir un petit peu toutes les drogues qui ont été impliquées. Et dans ces drogues, vous allez voir que, je reviens sur l'ancien part, c'est des drogues qui ont essayé de cibler soit la chaîne polymérase, soit les particules de virus, soit, comme vous l'avez appris avec le Covid, des vecteurs ciblant l'ARN, donc utilisant aussi l'adénovirus comme porteur de cet ARN. Et donc, dans ces essais cliniques et thérapeutiques pour arriver à une molécule, il y a eu ce qu'on appelle le palivizumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé qui a été produit en 1998. Et depuis une vingtaine d'années, c'était la seule thérapeutique préventive qui a été proposée chez l'enfant. C'est quoi? En fait, c'est un anticorps monoclonal qui va cibler une partie de cette protéine F avant qu'elle arrive à la fusion au niveau de la paroi cellulaire, au niveau des branches ou au niveau des cellules de l'immunité innée, comme on a vu tout à l'heure, le neutrophile, et qui a permis d'arrêter un petit peu ce processus physiopathologique du VRS au niveau de la cellule. En parallèle, il y a eu aussi d'autres molécules, comme la subtavumab, qui est un anticorps monoclonal, la MK1654. Les deux ne sont pas arrivés à la phase 3 parce qu'il y a eu des soucis par rapport à leur efficacité et leur homogénéité. Reste le nirsevimab, qui peut-être ça serait un anticorps monoclonal proposé dans la prévention contre le VRS. En tout cas, seul qui reste actuellement, c'est celui du palivizumab qui a comme cible la protéine G. On sait que cette protéine G permet au VRS de s'attacher sur la cellule épithéliale et la protéine F va essayer de s'introduire et provoquer l'inclusion du virus au niveau de la cellule immunitaire, au niveau de cellule épithéliale. Alors, cet anticorps monoclonal, le palivizumab, va essayer de bloquer cette protéine F et d'éviter l'avènement de physiopathologique de la lésion au niveau tissulaire. Voilà. Alors, c'est un ancien anticorps monoclonal. Ça fait 20 ans qu'il a été utilisé en Europe, aux États-Unis, donc on a eu assez de recul pour pouvoir avoir des études de cohorte par rapport à son efficacité, son efficience. Et là, je vous présente par rapport une étude multicentrique, une méta-analyse qui a essayé de randomiser 1502 injections par rapport à cet anticorps monoclonal. Le critère principal, c'était la diminution de l'incidence d'hospitalisation par infection VRS. Et on a remarqué une diminution de 78% de taux d'hospitalisation et 39% d'hospitalisation de moins de 2 ans. Il y a aussi des études de suivi des cohortes des enfants qui avaient une cardiopathie congénitale et on a vu qu'il y avait une efficacité qui allait jusqu'à 56% par rapport au taux d'hospitalisation et aussi le besoin en oxygénothérapie
et une réduction significative de taux d'hospitalisation des enfants de moins de 2 ans ayant une cardiopathie congénitale de 45%, ce qui est important. Ça se présente en ampoule de 0,5 ml, solution injectable et fournie en flacon à usage unique, et en 1 ml. C'est une injection intramusculaire qu'il faut administrer chaque mois. Pourquoi chaque mois? Parce que c'est un anticorps monoclonal qui est là. C'est une immunisation passive. Il risque d'être consommé en circulation et son taux de circulation dans le sang diminue. Donc, il faut relancer ce taux d'anticorps. Donc, il faut une injection chaque mois, au minimum 5 injections pour pouvoir couvrir la saison épidémique de décembre à mars ou en fonction du pays. Là, je vous présente un schéma qui montre l'importance de l'injection, de 3 injections, c'est-à-dire une injection tous les 3 mois, chaque mois pendant 3 mois, et celle par rapport aux 5 injections. On remarque très bien que le fait d'augmenter le taux d'injection va permettre de maintenir un taux circulant d'anticorps assez important. Et c'est le premier inconvénient de ce anticorps monoclonal, c'est surtout le fait qu'il faut relancer chaque année, chaque mois, jusqu'à l'âge de 2 ans, et surtout pendant l'épisode hivernal. Alors, tolérance, ça a été décrit, quelques cas d'anaphylaxie décrits dans la littérature, très peu d'effets indésirables, mais surtout une bonne tolérance importante. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on a cet anticorps monoclonal. Moi, je ne peux pas vous parler d'une expérience personnelle. C'est 20 ans d'existence dans les pays. On a trouvé les cohortes qui ont vraiment amélioré, avec des études qui ont vraiment confirmé l'efficience de cet anticorps monoclonal. Ceci dit, le rationnel dans cette prophylaxie anti-VRS n'oubliera jamais se laver les mains, les mesures hygiène, nettoyer la table de langer au niveau des examens, des salles d'examen des bébés pour éviter la transmission. On a toujours su que VRS reste collé pendant 30 minutes sur les surfaces. Bientôt, je vais finir. C'est juste pour vous présenter surtout palivizumab comme protocole de prophylaxie, d'immunisation au niveau dans la Grande-Bretagne. Ce n'est pas pour tous les nouveau-nés, c'est des groupes à risque, on va les voir tout de suite. Aussi, à Canada, j'ai bien aimé ces recommandations parce qu'ils ont ciblé surtout les prématurés qui ont un âge gestationnellement de 30 semaines, les enfants qui ont une cardiopathie congénitale et les enfants qui ont une bronchodysplasie chronique. Et ils ont bien insisté sur le fait qu'il ne faut pas vacciner les enfants qui sont en bon état et qui ont un âge gestationnellement de 33 semaines, les grossesses gémellaires, les enfants qui ont une mucoviscidose, donc ce n'est pas une indication. Moi, j'étais étonnée, je pensais qu'on pouvait vacciner les malades avec dilatation de bronche ou mucoviscidose, apparemment non. Les enfants avec un syndrome trisomie 21, et puis les enfants qui sont nés dans un contexte où vraiment il y a très peu de risques d'épidémie saisonnière en VRS. Et on peut bien sûr proposer cet anticorps monoclonal pour prévenir les enfants qui restent un peu en milieu hospitalier, sachant que le VRS, on le connaît, c'est une maladie nosocomiale. Voilà, je vous présente un peu l'algorithme pour proposer une prophylaxie immunisante. Le temps est parti et fini. C'est bon, je suis finie. J'en ai à la conclusion. Moralité, c'est que le Covid nous a montré qu'il faut se faire immuniser par les infections respiratoires, virales. Éviter les terrains à risque qui pourraient faire des formes sévères, des formes graves. Laisser nos enfants s'infecter, je ne sais pas, mais essayer de faire circuler une immunisation naturelle, vaccinale en fonction des maladies cibles, mais aussi passive par les anticorps monoclonaux. Et on a un grand vide par rapport aux études d'économie de son terre, c'est pour pouvoir décider par rapport aux directives nationales, ce qu'il faut impliquer les anticorps monoclonaux ou pas. Et puis parce que si on ne mesure pas un phénomène, on ne peut pas le prévenir.
Voilà, avant de terminer, c'est juste pour vous inviter, comme on est sur Rabat, à notre staff de masterclass d'immunoallergologie et pneumologie pédiatrique qui, en collaboration avec l'UPR de pédiatrie, soutient presque chaque mois au niveau de l'hôpital d'enfants de Rabat. Et je vous remercie.